On a vu précédemment que, bien que tout le monde dit que ce sont nos poumons qui respirent, hein, la respiration est due à chacun de nos organes et à chacune des cellules qui constituent nos organes, qui font donc la respiration cellulaire. Alors on peut s'interroger sur quel est le véritable rôle des poumons. Très souvent, on va en SVT recueillir la représentation initiale des élèves. Avant d'apprendre, les élèves se font une représentation des phénomènes et processus, qu'ils soient biologiques et géologiques, et il est important de faire émerger ces représentations initiales d'élèves pour pouvoir identifier dans leur représentation les éléments qui peuvent être exacts et sur lesquels on va pouvoir continuer à construire, mais surtout voir les erreurs de représentation initiale, parce que si cette représentation n'est pas déconstruite, on ne pourra pas construire la connaissance exacte avec nos élèves. Donc voilà un certain nombre de dessins qui ont été réalisés par les élèves à la question: où va l'air quand on respire? Essaye d'émettre des hypothèses sur le trajet de l'air dans ton corps et représente ça sous la forme d'un schéma. Donc sur le premier schéma, on voit apparaître le dioxyde de carbone qui sort, on voit apparaître l'air, entre parenthèses oxygène. Donc là, j'attire votre attention sur la difficulté pour un élève de faire la différence entre l'air, qui est un mélange de gaz, et les gaz qui sont réellement mis en jeu dans la respiration, que sont le dioxygène et le dioxyde de carbone. Donc sur cette première représentation, on voit le cœur apparaître, on voit les poumons, et aucune communication entre la bouche et les poumons. Sur le schéma d'à côté, on parle d'inspiration, ça gonfle, ça devient gros. On voit qu'il y a un rôle dans le cœur. Quand on rejette de l'air, ça devient du CO2, mais la respiration est vraiment perçue comme deux sacs, deux poumons qui se gonflent et qui se dégonflent, avec quelque chose qui rentre et quelque chose qui sort. Sur cette deuxième représentation, donc là, on a une connexion entre la bouche et les poumons. Très souvent, donc là, on va avoir le mot trachée qui apparaît. La plupart du temps, les élèves vont parler de l'œsophage. Et on voit également le dioxyde de carbone qui est nommé. Là, une représentation qui est un peu plus compliquée à percevoir, où on a du CO2 qui est barré, on voit qu'il y a des poumons, sans doute des veines qui doivent intervenir, la trachée, et l'air devient du CO2 à l'intérieur des poumons. Tout ça est quand même relativement un petit peu flou. Donc là, ces mêmes schémas ont été faits avec l'aide de la maîtresse qui a réalisé les textes, de la maîtresse ou du maître. Donc l'air des poumons va aller partout dans le corps et dans les veines pour la circulation. Donc là, on a directement l'entrée de l'air, mais le système circulatoire commence à apparaître. Où va l'air que l'on respire? Ce que nous pensons, donc là on retrouve, vous voyez, l'œsophage à la place de la trachée, et poumons et l'estomac. Donc là on voit qu'il y a un espèce de gros mélange entre les fonctions respiratoires et les fonctions digestives. Là, pas de grande différence, si ce n'est que les poumons sont vraiment isolés, c'est-à-dire que on voit que ça rentre, on voit que ça sort, mais l'ensemble de la respiration s'arrête au niveau des poumons. Sur l'autre représentation, c'est assez intéressant parce que là, on sent que les élèves ont bien compris qu'il y avait deux types d'air, l'air inspiré et l'air expiré, et donc logiquement, ils mettent deux tuyaux. Comme en plus, il y a deux types d'orifices respiratoires qui peuvent être utiles, ils font un tuyau pour la bouche, un tuyau pour le nez. Alors, pourquoi faut-il bien s'attacher aux représentations initiales et aux représentations erronées? Une petite vidéo pour vous faire comprendre que quand on utilise des termes qui ne sont pas compris par l'interlocuteur, très rapidement on ne peut plus se comprendre, ou du moins on peut être dans l'illusion que l'on se comprend alors que la personne qui reçoit l'information ne la décode absolument pas telle que l'émetteur voudrait la transmettre. Oh dis donc, j'ai vu un film incroyable, La Marche de l'Empereur. La marche de l'empereur. Oui, ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent sur la banquise pendant des jours. Parfois, ils glissent sur le ventre pour aller plus vite. À un moment, il y en a un qui se fait dévorer par un phoque. C'est horrible. Et t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand ils se passent les œufs. Non, parce qu'avant, ils étaient tous accouplés. Pendant des heures. Voilà, une illustration certes humoristique, mais pour vous montrer l'importance de mettre un sens commun dans les mots qu'on utilise
avec nos élèves. Donc, quand on voit tous ces obstacles, comment lever ces obstacles en classe? Il va vraiment falloir essayer d'identifier les obstacles, quelles sont les difficultés que les élèves vont rencontrer, trouver l'objectif de la séance, la notion que l'on veut travailler, quel type de trace écrite on veut obtenir, le rôle de chaque étape. Donc là, je vous propose de faire une pause sur la vidéo et d'imaginer une séquence sur laquelle vous allez devoir lever l'ensemble des obstacles de la représentation initiale que peuvent avoir les élèves, définir les objectifs et les notions que vous voulez travailler avec les élèves, quelle trace écrite vous voulez obtenir et essayer de préciser le rôle de chaque étape. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile en M1, mais prenez le temps de vous dire, voilà, une séquence, c'est constitué de plusieurs séances, comment je vais essayer d'organiser mon enseignement pour faire passer cette notion aux élèves. Vous faites pause sur la vidéo et on en reparle après. Alors voilà une proposition de séquence. Alors attention, ce n'est qu'une proposition. Il ne faut surtout pas, dès qu'on donne un exemple dans le sens illustration, que ce soit modélisant pour vous. Alors première étape, on va recueillir les représentations initiales. C'est ce qu'on vient de voir avec les schémas des élèves. Séance 2, on va regarder quelques représentations initiales qui ont été proposées par les élèves et on va essayer de discuter à l'oral sur le rôle des poumons, leur place dans le corps et on va faire en sorte que les élèves identifient sur eux-mêmes les mouvements respiratoires, c'est-à-dire on va les inviter à respirer de manière très marquée pour identifier les endroits où ça va se gonfler, où ça va se soulever, c'est les termes que vont utiliser les élèves. Donc commencez à identifier qu'au niveau de la cage thoracique, il se passe des mouvements. Ensuite, étape 2, on va faire une expérience sur le volume de la cage thoracique. Cette expérience est vraiment simple, on va mesurer le périmètre de la cage thoracique de l'élève en fin d'inspiration puis en fin d'expiration. Les élèves vont être par groupe, on va avoir 1 mètre de couturière et on va faire différentes mesures pour chacun des élèves. Donc vous avez là en bas le résultat que l'on veut obtenir et on observe bien une augmentation du volume de la cage thoracique lors de l'inspiration par rapport à l'expiration et on remarque également que ces valeurs sont d'autant plus importantes après un effort physique. On voit que le volume de l'inspiration va être beaucoup plus important, on remarquera un faible changement au niveau du volume expiratoire. En fin d'étape 3, on va demander aux élèves d'imaginer l'organisation du système respiratoire. Donc à partir du travail qui a déjà été fait, des discussions qui auront été menées à l'oral, des observations et des mesures que l'on a réalisées, on va demander à l'élève d'indiquer à partir du nez et de la bouche le trajet jusqu'au poumon. Donc qu'est-ce qui se passe entre nos orifices respiratoires et les poumons? Donc dans la 3e séance, on va observer des organes respiratoires. La photo que vous avez ici, là, c'est souvent, on appelle ça des ensembles cœur-poumon. On peut obtenir ça très facilement chez un boucher de quartier. Donc lors de l'activité précédente, les élèves avaient imaginé la présence d'un tuyau qui devait nécessairement relier les orifices respiratoires avec les poumons. Là, on va clairement pouvoir observer la trachée, on va même pouvoir regarder les bronches. Donc voilà, c'est important que les élèves puissent constater, toucher le réel, bien sûr avec des gants et bien sûr en respectant les blocages que peuvent avoir certains élèves quand ils visualisent ce genre d'organes. 2e étape de la séance, on va prendre un tuyau et on va commencer à souffler dans la trachée. Qu'observe-t-on? On voit que les 2 poumons vont se gonfler. Si on enfonce un petit peu plus le tuyau, on voit qu'un seul poumon va se gonfler. On va essayer de comprendre pourquoi en enfonçant le tuyau, un poumon se gonfle et le second ne le fait pas. Donc ça va nous permettre d'identifier la présence des 2 bronches et que quand on enfonce le tuyau un peu plus loin, on n'est plus que dans une bronche et par conséquent, il n'y a qu'un seul poumon qui va se gonfler. J'attire votre attention sur le danger quand même de cette manipulation. Les poumons ne se gonflent pas parce que l'air rentre à l'intérieur. On n'est pas en pression positive. C'est pas comme quand on gonfle un ballon de baudruche. À l'inverse, c'est parce que les poumons augmentent de volume que l'air va rentrer à l'intérieur. Nous verrons ça un peu plus tard par une modélisation. Je vous propose de retrouver en vidéo les manipulations réalisables sur les poumons.
Enfin, autre approche des poumons, la dissection de l'appareil respiratoire de la grenouille. Observation externe de l'animal et ses orifices respiratoires. On repère dans un premier temps la position des narines de l'animal. Puis l'on retourne l'animal sur le dos pour l'épingler. Dissection de l'animal. Pour débuter la dissection, on soulève la peau à la base du ventre pour faire une boutonnière avec les ciseaux fins. On y fait passer la sonde cannelée que l'on glisse jusqu'à la bouche. On place les ciseaux fins dans la gouttière de la sonde afin d'inciser la peau jusqu'à la bouche. On reproduit les mêmes gestes afin de faire une incision de la peau dans chaque patte antérieure. On épingle la peau de chaque côté de l'animal. Puis l'on soulève la paroi musculaire avec la pince pour l'inciser avec les ciseaux fins. On coupe la paroi musculaire avec les ciseaux en se guidant à l'aide de la sonde cannelée. On remarque l'absence de cage thoracique. En effet, l'animal pousse l'air dans ses poumons grâce à sa bouche. On sectionne la ceinture scapulaire avec les ciseaux forts. Observation du trajet de l'air dans le corps de l'animal. On retire les épingles tenant la peau de la tête. On repère les narines internes de la grenouille. On observe la glotte, petite fente du fond de la bouche en dessous de l'œsophage. À l'aide d'une paille placée sur la glotte, en soufflant délicatement, on peut gonfler les poumons. On remarque alors la finesse de l'organe et sa paroi richement vascularisée. Enfin, la troisième séance, la structure interne et les ramifications. Donc on va couper transversalement l'un des poumons et introduire dans la trachée un tuyau souple. On va plonger les poumons dans une bassine d'eau, souffler dans le tuyau et on va observer ce qui se passe. Les élèves peuvent observer des bulles d'air dans l'eau. Donc la trace écrite que l'on pourrait prévoir pour les élèves, il y a vraiment plusieurs temps. Tout d'abord, la trachée qui se ramifie en deux bronches, chaque bronche allant dans un poumon. Dans chaque poumon, les bronches se séparent en tuyaux de plus en plus petits et nombreux, qu'on appelle les bronchioles. Et enfin, les bronchioles se terminent par des petits sacs qui sont minuscules, qu'on appelle des alvéoles pulmonaires. On pourra bien identifier avec eux le trajet suivi par l'air inspiré, depuis le nez ou la bouche jusqu'aux alvéoles, et le trajet suivi à l'inverse, par l'air expiré. Enfin, séance 4 pour l'approfondissement, le rôle du diaphragme. Je vous parlais tout à l'heure de la pression positive ou de la pression négative. Ce petit montage dont je vous laisse lire le document permet donc de gonfler le ballon de baudruche grâce à une pression négative. Ce sont les mouvements du diaphragme qui, en s'abaissant, vont augmenter le volume de la cage thoracique. Les poumons étant fixés à cette cage thoracique vont augmenter de volume, ce qui va créer un appel d'air. Donc la cage thoracique permet aux poumons de se gonfler et ce n'est pas les poumons qui, en se gonflant, soulèvent la cage thoracique. C'est un point qui est en général assez difficile à faire comprendre et ça fonctionne très bien avec cette modélisation. Donc on va demander à chaque groupe de réaliser cette modélisation, identifier que la modélisation, le lien entre les poumons et le ballon.
et d'identifier les mouvements respiratoires d'inspiration quand on abaisse le diaphragme, d'expiration quand on remet le diaphragme dans sa position initiale. Voilà, donc trace écrite des élèves, nous respirons de manière automatique grâce au diaphragme qui se contracte. Le diaphragme est un muscle plat attaché à la base de la cage thoracique. Lorsque le diaphragme se contracte, il s'abaisse, le volume de la cage thoracique augmente et les poumons se remplissent d'air, c'est l'inspiration. Lorsque le diaphragme se relâche, mouvement passif sans effort, le volume de la cage thoracique diminue et l'air sort des poumons, c'est l'expiration. L'inspiration est donc un phénomène actif alors que l'expiration, elle, est active. Là encore, petite vidéo pour bien visualiser. Donc, la cavité nasale ou la cavité buccale, larynx, trachée, l'arrivée de l'air dans les bronches, les bronchioles, jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Pour l'expiration, on va pouvoir faire fonctionner ce schéma dans l'autre sens et poser donc l'ensemble des légendes nécessaires. Donc on va continuer maintenant sur les échanges gazeux qui vont pouvoir s'opérer au niveau des poumons. On retrouve un peu le même type de document que nous avions vu lors de la première situation problème, donc je vous laisse vous-même analyser ce document et en faire vos propres conclusions, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo. Donc ici, on observe, en comparant l'air inspiré et l'air expiré, que l'air inspiré est riche en dioxygène et il est pauvre en dioxyde de carbone, alors que dans l'air expiré, on voit que la quantité de dioxygène a diminué, il y a donc eu du dioxygène de prélevé, et que la quantité de dioxyde de carbone a augmenté, il y a donc eu du dioxyde de carbone rejeté. En ce qui concerne le diazote qui est présent dans l'atmosphère, on voit que c'est un gaz neutre pour nous, il n'est ni prélevé ni rejeté. Donc la composition de l'air qui entre dans les poumons est différente de la composition de l'air qui sort. L'air expiré contient moins de dioxygène et plus de dioxyde de carbone et la composition en diazote est constante. Donc on arrive à cette conclusion sur le rôle des poumons qui va être de prélever du dioxygène et de rejeter du dioxyde de carbone.